Chapitre 9. Suzanne 2. 1. Suzanne rentra de Portland dans l'après-midi, un peu après 3 heures. Quand elle sortit de sa voiture, elle tenait à la main 3 sacs en plastique brun, comme on en donne dans les grands magasins. Elle avait vendu 2 de ses peintures pour un peu plus de $80 et s'était offert 2 jupes et un cardigan. « Suze » appela sa mère. « C'est toi ?»« Oui, je suis là. Je me suis acheté... »« Viens, Suzanne, j'ai quelque chose à te dire. » Elle reconnut le ton instantanément, bien qu'elle ne l'eût plus entendu depuis ses années de lycée, quand les discussions faisaient rage à propos de longueur de jupe ou de sorties avec des garçons. Elle posa ses sacs et entra dans le salon. Sa mère était devenue de plus en plus froide en ce qui concernait Ben Mears, et Suzanne supposa qu'il s'agissait de lui signifier définitivement son désaccord. Anne Norton tricotait, assise dans le fauteuil à bascule près de la fenêtre. La télévision n'était pas allumée. Les 2 choses conjuguées ne présageaient rien de bon. « Je suppose que tu ne connais pas la dernière, » dit-elle à Suzanne. Les aiguilles cliquetaient et le tricot vert sombre s'ordonnait en rangées régulières. Un châle, probablement, pour une amie ou pour un pauvre. « Tu es parti trop tôt ce matin. »« La dernière ?»« Mike Ryerson est mort chez Matthew Burke la nuit dernière. Et qui était auprès du cadavre ce matin ? Ton ami l'écrivain, Ben Mears. »« Mike ? Ben ? Mais comment ?» Madame Norton eut un sourire acide. « Mabel m'a appelé ce matin vers 10 heures pour me raconter ça. Monsieur Burke dit qu'il a rencontré Mike à la taverne de Delbert Marquis hier soir. Ce qu'un professeur va faire dans ce genre d'endroit, je me le demande. Et l'a emmené chez lui parce qu'il n'avait pas l'air bien. Il est mort dans la nuit, et personne ne sait au juste ce que Mears faisait là. Ils se connaissent, remarqua Suzanne d'un air absent. En fait, Ben m'a dit qu'il s'était tout de suite senti des atomes crochus. Qu'est-ce qui est arrivé à Mike, maman ? Mais on ne pouvait pas faire dévier Madame Norton de son idée si facilement. Les gens commencent à se dire qu'il se passe décidément bien des choses à Salem depuis la venue de Ben Mears, et que c'est pour le moins bizarre. « Quelle connerie !» dit Suzanne exaspérée. « Et maintenant, vas-tu me dire ce qui est arrivé à Mike ?»« On ne sait pas encore, » dit Madame Norton en dévidant sa pelote de laine. « Certains pensent qu'il a peut-être attrapé le virus du petit Glick. Si c'était ça, pourquoi est-ce que personne d'autre ne l'a attrapé, ses parents par exemple ? Les jeunes croient toujours tout savoir, » lança Madame Norton dans le vide. Ses aiguilles continuaient à s'agiter. Suzanne se leva. « Je vais descendre la rue pour voir si... »« Assieds-toi encore une minute, » dit Madame Norton. « Je n'ai pas terminé. » Suzanne se rassit et attendit, le visage sans expression. « Les jeunes ignorent parfois des choses qu'il leur serait pourtant bien utile de connaître, » dit Anne Norton. Sa voix avait pris un ton douceâtre, ce qui inspira aussitôt de la méfiance à Suzanne. « Quelle chose, man ? » Eh bien, à ce qu'on raconte, Ben Mears a eu un accident il y a quelques années, juste après la publication de son 2e livre. Un accident de moto. Il était ivre. Sa femme a été tuée. Suzanne se leva brusquement. « Je ne veux pas en entendre plus. »« Je te dis ça pour ton bien, » dit calmement Madame Norton. « Qui t'a raconté ça ?» demanda Suzanne. Elle ne bouillonnait pas, comme quelques années auparavant, de colère impuissante. Elle ne ressentait pas non plus le besoin de se sauver dans sa chambre pour échapper à cette voix protectrice et pleurer tout à son aise. Elle était seulement froide, distante, comme à des milliers de kilomètres dans l'espace. « C'est Mabel Wertz, n'est-ce pas ? » Peu importe, ce qui compte, c'est que c'est vrai. « Bien sûr, comme il est vrai qu'on a gagné la guerre au Vietnam et que Jésus-Christ traverse la ville en voiture à pédales tous les jours à midi. » Son nom et son visage disaient quelque chose à Mabel, dit Anne Norton. Alors elle a passé en revue ses vieux journaux. « Tu veux dire ces infects torchons ? Des canards qui se gargarisent avec les scandales et qui ne contiennent que des rubriques astrologiques et des photos d'accidents ou de starlettes déshabillées. Tu peux parler de sources bien informées. » Elle eut un rire méprisant. « Ne sois pas grossière. L'histoire y était racontée noir sur blanc. Sa femme, si c'était vraiment sa femme, était à l'arrière. Il a dérapé et ils sont allés s'encastrer sous un camion.
Ils lui ont fait un alcotest sur le champ, disait l'article. Sur le champ. Elle ponctua chaque mot d'un coup d'aiguille à tricoter sur le bras du fauteuil. Pourquoi n'est-il pas en prison, alors? Les gens de ces milieux-là ont toujours des relations, répondit Anne Norton d'un ton péremptoire. On peut se tirer de n'importe quel mauvais pas pourvu qu'on ait de l'argent. Tu n'as qu'à voir comment s'en est sorti Ted Kennedy. Est-ce qu'il est passé devant un tribunal? Je te l'ai dit, ils lui ont fait un alc... Oui, c'est vrai, maman, mais est-ce qu'il était ivre? Je te répète qu'il était ivre. Les joues de Madame Norton s'étaient marbrées de rouge. Ils ne vous font pas un alcotest pour rien. Sa femme est morte. C'est exactement comme Kennedy à Chappaquiddick. Exactement. Je vais prendre un petit appartement en ville, déclara Suzanne doucement. Je voulais déjà te l'annoncer. Il y a longtemps que j'aurais dû le faire, maman. C'est dans notre intérêt à toutes les deux. J'en ai parlé à Babs Griffin, elle m'a dit qu'il y avait un joli petit 2 pièces sur Sisters Lane. Oh oh, là voilà vexé, dit Madame Norton à la cantonade. Quelqu'un a abîmé l'image qu'elle se faisait de Monsieur Ben Mears et elle en est malade. Quelques années plus tôt, ce genre de phrase produisait toujours son effet. Mais maman, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es jamais descendue aussi bas. Anne Norton eut un violent hochement de tête. Elle se leva brusquement, prit Suzanne par les épaules et se mit à la secouer. « J'en ai assez de te voir te conduire comme une petite oie parce qu'un joli cœur efféminé te compte fleurette au clair de lune. Tu entends, petite sotte ?» Suzanne lui balança une claque. Les paupières d'Anne Norton battirent. Elle ouvrit tout grand les yeux et les fixa sur Suzanne avec une expression d'étonnement intense. Elles se regardèrent longuement, en silence, sous le choc toutes les deux. Suzanne émit un petit gémissement qui mourut avant d'avoir atteint ses lèvres. « Je monte, » dit-elle. « Je serai partie mardi au plus tard. »« Floyd est venu !» lança Madame Norton, le visage encore paralysé par la gifle de Suzanne. La marque des doigts de sa fille apparaissait en rouge sur ses joues, comme une série de points d'exclamation. « C'est fini entre Floyd et moi, » répondit Suzanne d'une voix unie. « Dis-toi bien ça, et préviens aussi ta petite copine Mabel pendant que tu y es. Peut-être que ça te l'ancrera dans la tête. Floyd t'aime, Suzanne. Tu es en train de le désespérer. Il a craqué et m'a tout dit. Il m'a confié combien il était malheureux. À la fin, il n'a pas su se contenir et s'est mis à pleurer comme un bébé. » Suzanne n'arrivait pas à y croire. Ça ne ressemblait pas à Floyd. Était-il possible que sa mère inventât cette scène? Elle la regarda dans les yeux et comprit que non. « Est-ce que c'est ça que tu veux pour moi, maman? Un bébé à qui on retire son jouet? Ou bien est-ce que tu t'es déjà vu entouré de petits-enfants blonds comme les blés? Je te dérange, n'est-ce pas? Tu as l'impression que tu n'as pas fait ton boulot tant que tu ne me verras pas casé auprès d'un homme comme il faut. Un homme qui me mettra enceinte et me transformera en matrone le plus vite possible. Voilà le programme, non? Et moi, ce que je veux, moi, est-ce que tu t'en occupes? Mais Suzanne, tu ne sais pas ce que tu veux. Elle parla avec une telle certitude que l'espace d'un instant, Suzanne fut tentée de la croire. Une image lui vint à l'esprit. Sa mère dans son rocking chair, elle-même debout à côté de la porte, chacune campée sur leur position, chacune à la même place qu'elles occupaient en ce moment, mais un fil de laine verte les reliait. Elles étaient attachées l'une à l'autre par ce brin de laine qui s'effilochait, prêt à se rompre sous les secousses du fauteuil à bascule. Puis, une autre image se superposa à la première. Sa mère, coiffée d'un chapeau de pêcheur, le bandeau hérissé d'hameçons et de mouches. Elle essayait de sortir une grosse truite affublée d'une robe jaune à imprimer. Elle voulait la tirer hors de l'eau et la mettre dans un seau. Mais pourquoi faire? Pour la manger? Tu te trompes, maman. Je sais exactement ce que je veux. Je veux Ben Mears. Elle tourna le dos à sa mère et commença à monter l'escalier. Anne Norton courut derrière elle en criant d'une voix hystérique. « Comment est-ce que tu te paierais un appartement? Tu n'as pas d'argent !»« J'ai 100 $ en espèces et 300 à la banque, » répondit tranquillement Suzanne. « Et puis, je peux travailler chez Spencer. Monsieur Labrie me l'a proposé plusieurs fois. »« Ça, bien sûr, pourvu que tu le laisses regarder sous tes jupes !» s'exclama Madame Norton. Mais sa voix était descendue d'une octave. Sa colère était presque tombée, et ce qu'elle avait provoqué commençait à l'effrayer. « Qu'à cela ne tienne, » dit Suzanne. « Je me mettrai en pantalon. »« Ma chérie, ne te fâche pas. »
Madame Norton monta 2 marches. « Je cherche seulement ce qui est le mieux pour... » « Ne te fatigue pas, maman. Je suis désolé de ce que je t'ai fait tout à l'heure, c'était lamentable. Je vous aime, papa et toi. Mais je m'en vais. Il est plus que temps. Tu dois bien t'en rendre compte toi-même. » « Réfléchis, » dit Madame Norton, qui n'était plus seulement effrayée, mais aussi très triste. « Je continue à penser que je ne me trompe pas. Ce n'est pas la première fois que je vois un beau parleur comme ce Ben Mears. Tout ce qui l'intéresse, c'est... »« Assez, assez, je t'en prie !» implora Suzanne en se dirigeant vers sa chambre. Sa mère monta encore une marche et lui cria « Quand Floyd est reparti, il était dans un état épouvantable. Mais la porte de la chambre de Suzanne s'était déjà refermée, et les mots lui restèrent dans la gorge. Suzanne s'étendit sur son lit. Il n'y avait pas si longtemps de cela, il était encore couvert d'une multitude d'animaux en peluche ou en laine, dont son préféré, un petit caniche avec un transistor dans le ventre. Elle resta là, à regarder le mur, en s'efforçant de ne pas penser. Des photos de montagne avaient remplacé depuis peu les posters trouvés dans des revues pop et les photos de ses idoles, Jim Morrison, John Lennon, Dave Van Ronk et Chuck Berry. Si peu de temps avait passé. Et pourtant, il lui semblait que la Suzanne de cette époque et celle qu'elle était devenue n'avaient plus rien de commun. C'était presque comme si elle voyait s'étaler le gros titre sur la première page du journal. La femme d'un jeune écrivain tuée dans un accident de moto. Le mari est-il responsable? À quoi faisait suite un texte où devaient se succéder les sous-entendus les plus infamants, et, bien entendu, une photo, la plus sanglante possible, prise par un mauvais photographe local. Et le pire, c'était que sa mère avait réussi à semer le doute dans son cœur. Stupide. Est-ce qu'elle s'imaginait que lorsqu'il l'avait rencontré, il sortait d'un congélateur, qui lui était arrivé enveloppé dans un sachet de cellophane, comme les verres qu'on vous donne dans les motels? Stupide. Et cependant, le doute était là, en germe. À cause de ça, ce qu'elle éprouvait pour sa mère était bien plus qu'un ressentiment d'adolescente. C'était quelque chose de très violent, qui n'était pas loin de ressembler à de la haine. Elle fit le vide dans son esprit, se cacha le visage dans le creux de son bras et glissa dans une somnolence peuplée de cauchemars, bientôt interrompue par la sonnerie du téléphone, puis, plus brutalement encore, par la voix stridente de sa mère. « Suzanne, c'est pour toi !» Elle descendit et vit à sa montre qu'il était un peu plus de 5h30. Le soleil était déjà très bas. Madame Norton était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Son père n'était pas encore rentré. « Allô? Suzanne ?» C'était une voix familière, mais elle n'arrivait pas à mettre un nom dessus. « Oui? Qui est-ce? »« Eva Miller, Suzanne. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. »« Quelque chose est arrivé à Ben ?» Sa bouche était devenue toute sèche. Elle porta la main à sa gorge. De la porte de la cuisine, Madame Norton, une cuillère en bois à la main, la regardait. « Il y a eu une bagarre. Floyd Tibbetts est venu cet après-midi. »« Floyd ?» Au ton de la voix de sa fille, Madame Norton battit des paupières. « Et je lui ai dit que M. Mears dormait. Il a dit « Ah bon, très bien, poli comme d'habitude, mais il était bizarrement habillé. » Je lui ai demandé s'il se sentait bien. Il avait un manteau comme on en faisait autrefois, un drôle de chapeau, et il gardait ses mains dans ses poches. Je n'ai pas pensé à en parler à M. Mears quand il s'est levé. La journée avait été tellement mouvementée. « Et qu'est-ce qui s'est passé ?» Suzanne hurlait presque. « Eh bien, Floyd l'a tabassé, » dit Eva d'une voix désolée. « Dans mon parking. Sheldon Corson et Ed Craig se sont précipités pour l'empêcher de continuer. »« Ben, comment est-il ?»« Pas très bien. »« Qu'est-ce qu'il a ?» Suzanne était cramponnée au téléphone. Floyd l'a envoyé valdinguer sur sa petite voiture française et il a eu un choc à la tête. Quand Carl Foreman l'a emmené à l'hôpital de Cumberland, il était inconscient. Je n'en sais pas plus. Si tu... Suzanne avait déjà raccroché et s'était précipitée vers le placard pour y prendre son manteau. « Suzanne, qu'est-ce qui se passe ?»« Ton gentil Floyd Tibbetts, » dit Suzanne qui pleurait sans même s'en rendre compte. « Il vient d'envoyer Ben à l'hôpital. » Elle courut à sa voiture sans attendre la réponse. 2. Elle arriva à l'hôpital à 6h30. On la fit entrer dans la salle d'attente. Elle s'assit dans une chaise de plastique moulé parfaitement inconfortable
et se mit à feuilleter d'un air absent un numéro de Maison d'aujourd'hui. « Et je suis la seule à lui rendre visite, » pensa-t-elle. « C'est terrible. » Elle songea à appeler Matt Burke, mais l'idée que le docteur pourrait arriver pendant ce temps-là et ne plus la trouver l'arrêta. Elle regarda les aiguilles se déplacer sur la grosse horloge fixée au mur. À 7h10, un docteur, tenant à la main une liasse de feuillets, se montra à la porte. « Miss Norton ?»« Oui, c'est moi. Comment va Ben ?»« Il est difficile de se prononcer pour l'instant, » dit le docteur. Puis, voyant le désarroi de Suzanne, il se hâta d'ajouter « Il va bien, ce qu'il semble, mais nous voulons le garder sous surveillance médicale pendant 2 ou 3 jours. Pas de fracture du crâne, une simple fêlure. Des contusions multiples et un œil poché comme j'en ai rarement vu. Est-ce que je peux le voir ? Non, pas ce soir, il est sous somnifère. 1 minute, s'il vous plaît, rien qu'1 minute. Le médecin soupira. Vous pouvez le regarder si vous voulez, il est probablement en train de dormir. Ne lui parlez pas, attendez qu'il vous parle. Il l'emmena au 3e étage. La chambre de Ben se trouvait à l'extrémité d'un couloir où régnait une forte odeur de pharmacie. À leur arrivée, le malade dans le second lit releva un instant le nez de sa revue, puis se replongea dans sa lecture. Ben avait les yeux fermés. Son drap était remonté jusqu'au menton. Il était si immobile et si pâle que l'espace d'un instant, Suzanne eut le sentiment qu'il était mort, que son cœur s'était arrêté de battre pendant que le docteur et elle discutaient en bas. Et puis, elle vit que le drap se soulevait régulièrement au niveau de la poitrine. Son soulagement fut si grand qu'elle en vacilla sur ses jambes. Elle observa son visage, remarquant à peine les ecchymoses. Un joli cœur efféminé. C'est comme ça que sa mère l'avait appelé. Et Suzanne comprenait pourquoi. Ses traits étaient marqués et en même temps délicats. Elle aurait préféré un autre terme que délicat. C'était le genre de qualificatif qu'on employait pour désigner le petit bibliothécaire du coin qui écrivait des odes aux marguerites à ses temps perdus. Mais aucun autre mot ne lui venait. Seuls ses cheveux répondaient au cliché de l'homme viril. Brun, épais, il semblait flotter sur un coussin d'air au-dessus de sa tête. Le bandage blanc qui lui saignait le crâne du côté gauche en soulignait la noirceur de jais. « Je l'aime, » pensa-t-elle. « Remets-toi vite, Ben, remets-toi vite, finis ton livre et on s'en ira ensemble de ce Salem, si tu veux bien de moi. L'air d'ici ne semble plus nous convenir, ni à toi, ni à moi. »« Je crois que vous feriez mieux de partir maintenant, » dit le docteur. « Peut-être demain. » Ben se mit à bouger. Un son rauque sortit de sa gorge. Ses paupières s'ouvrirent doucement, se refermèrent, s'ouvrirent à nouveau. Son regard était alourdi par les somnifères, mais il avait perçu la présence de Suzanne. Il fit un geste de la main dans sa direction. Des larmes jaillirent des yeux de la jeune fille. Elle lui fit un sourire, lui prit la main et la serra. Il remua les lèvres. Elle se pencha pour entendre. « Ce sont des tueurs, les gens dans cette ville, dit. Ben, ça m'atterre. Je crois que j'ai eu le temps de lui faire sauter 2 ou 3 dents avant qu'il m'envoie dans le décor, » murmura Ben. « C'est pas si mal pour un intellectuel fatigué. »« Ben, je crois que c'est assez pour ce soir, monsieur Mears, » dit le docteur. « Il faut laisser à la colle le temps de sécher. » Ben tourna son regard vers le docteur. « Rien qu'1 minute. »« C'est aussi ce qu'elle m'a dit, » répondit-il en levant les yeux au ciel. Les paupières de Ben se refermèrent. Il les rouvrit difficilement et grommela quelques paroles inintelligibles. Suzanne s'approcha. « Quoi, mon chéri? Est-ce qu'il fait nuit? »« Oui. »« Je voudrais que tu ailles voir... Matt ?» Il fit signe que oui. « Dis-lui... Je voulais qu'il te raconte tout. Demande-lui s'il connaît le père Callahan. Il comprendra. »« D'accord, » fit Suzanne. « Je lui passerai le message. Dors maintenant. Dors tranquillement, Ben. Dac, je t'aime. » Il murmura encore quelque chose par 2 fois, et puis ses yeux se fermèrent. Sa respiration s'alourdit. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» s'enquit le docteur. Suzanne avait les sourcils froncés. Ça ressemblait à « ferme les fenêtres au verrou ». 3. Eva Miller et Weasel Craig étaient dans la salle d'attente quand Suzanne y retourna pour prendre son manteau.
Eva avait sorti pour la circonstance un manteau de demi-saison avec un col de fourrure un peu râpé, et Weasel flottait dans un blouson de motard beaucoup trop grand pour lui. À leur vue, Suzanne se sentit toute réconfortée. « Comment va-t-il » demanda Eva. « Je crois que ça va aller. » Elle répéta ce que lui avait dit le docteur, et le visage d'Eva se détendit. « Je suis si contente. Monsieur Mears est un homme très sympathique. Rien de ce genre n'est jamais arrivé chez moi. Il a fallu que Parkins Gillespie enferme Floyd dans la cellule réservée aux ivrognes. Et il n'avait pas l'air d'être saoul pourtant, seulement comme drogué et dans le vague. » Suzanne secoua la tête. « Ça ne ressemble pas du tout à Floyd. » Il y eut un silence gêné. « Ben est un type épatant, » la réconforta Weasel en tapotant la main de Suzanne. « Il sera sur pied en un rien de temps, tu verras. »« Oui, j'en suis sûr, » dit Suzanne en prenant la main de Weasel entre les siennes. « Eva, le père Callahan, c'est bien le curé de Saint-Andrew. »« Oui, pourquoi ?»« Oh, juste pour savoir. Merci 1000 fois à vous deux d'être venus. Si vous pouviez revenir demain... »« Oui, bien sûr qu'on viendra, n'est-ce pas, Eva ?» dit Weasel en prenant la taille d'Eva. Il eut fort à faire pour arriver à en faire le tour avec son bras, mais il y parvint. « Oui, nous viendrons. » Suzanne marcha avec eux jusqu'au parking et monta dans sa voiture pour regagner Salem. « 4. Suzanne agita le heurtoir de la porte de Matt. Elle s'attendait à l'entendre crier de loin « Entrez !» comme il le faisait d'habitude. Mais au lieu de ça, une voix précautionneuse venant de derrière la porte et qu'elle reconnut à peine, dit tout doucement « Qui est là ?»« Suzy Norton, monsieur Burke. » Il ouvrit la porte et elle eut un coup au cœur en le voyant changer à ce point. Il avait un air vieux et hagard. Elle remarqua au bout d'un instant qu'il portait autour du cou un lourd crucifix en métal doré. Il y avait quelque chose d'étrange et de grotesque dans cette croix de 4 sous se détachant sur une chemise de flanelle à carreaux, et Suzanne fut saisie d'une forte envie de rire, mais elle se retint. « Entre. Où est Ben ?» Elle le lui dit, et le visage de Matt s'assombrit encore. « Alors Floyd Tibbets s'est décidé à jouer les amoureux déçus, c'est bien ça. Il a vraiment choisi son moment, celui-là. Le corps de Mike Ryerson a été ramené de Portland en fin d'après-midi pour que Carl Foreman le prépare en vue des funérailles. Et je suppose que nous allons devoir remettre notre petite expédition à Marston House. »« Quelle expédition? Et qu'est-ce qui est arrivé à Mike? »« Tu veux prendre un café ?» proposa Matt d'une voix absente. « Non, je veux savoir ce qui se passe. Ben m'a indiqué que vous alliez me le dire. Il s'est un peu trop avancé. C'était facile pour lui. Ça l'est beaucoup moins pour moi de le faire. Mais tout de même, je vais essayer. »« Qu'est-ce... » Matt la fit taire d'un geste. « Une chose d'abord, Suzanne. Ta mère et toi, vous êtes allés dans le nouveau magasin l'autre jour ?» Suzanne fronça les sourcils. « Oui, pourquoi ? Peux-tu me raconter comment tu as trouvé cet endroit et quelle impression t'a faite l'homme qui s'en occupe ? Monsieur Straker ? Oui. Oh, il est charmant. Courtois serait un terme encore plus approprié. Il a fait des compliments à Glynis Mayberry pour sa robe et l'autre a rougi comme une écolière. Et il a demandé des nouvelles du bras de Madame Bodine. Il est bandé. Elle s'est renversée de l'huile dessus l'autre fois. Il lui a donné une recette pour un cataplasme. Il lui a tout écrit sur un papier. Et quand Mabel est arrivée, il a... Elle se mit à rire à ce souvenir. Oui. Il lui a apporté un siège. Pas une simple chaise. Un fauteuil énorme. Un véritable trône. Un grand machin en acajou qu'il est allé prendre dans l'arrière-boutique. Il l'a porté tout seul en souriant et en continuant à bavarder avec les autres dames. Ce truc devait peser au moins 100 kilos. Il l'a posé au milieu de la boutique et il est allé chercher Mabel pour l'escorter. Il lui a pris le bras et tout, et l'autre gloussait de plaisir. Vous auriez dû voir ça, ça valait le détour. Et puis il a servi le café. Fort, mais très bon. Est-ce que tu l'as trouvé vraiment sympathique ? Demanda Matt en la regardant d'un œil scrutateur. Ça a un rapport avec ce qui s'est passé ? Peut-être, oui. Bon, eh bien, je vais vous donner mon avis en tant que femme. Il m'a fait une impression mitigée.
Je crois que j'ai éprouvé une vague attirance d'ordre sexuel, telle qu'on peut en éprouver pour un homme nettement plus âgé que soi, très courtois, très prévenant. On voit tout de suite que c'est le genre d'homme à ne rien ignorer de la gastronomie française et à déterminer quel vin ira avec le menu choisi, sans se contenter d'opter pour le rouge ou le blanc, mais en allant jusqu'à préciser le cru et l'année. Ça ne court pas les rues dans nos régions. Avec ça, pas efféminé pour un sou, souple comme un danseur. Et puis, un homme qui ne semble pas du tout gêné par sa calvitie, il n'y a pas de doute, ça a quelque chose d'attirant. Elle sourit en rougissant, un peu sur la défensive. Elle se demandait si elle n'en avait pas dit plus qu'elle ne voulait. « Mais tu lui as trouvé aussi quelque chose de pas sympathique ?» insista Matt. Elle haussa les épaules. « C'est difficile de mettre le doigt dessus. Je crois que j'ai senti un certain mépris sous cette amabilité de surface, un certain cynisme aussi, comme s'il jouait un rôle et le jouait bien, tout en se disant que pour nous mettre dans sa manche, il n'avait pas besoin de se donner trop de mal. Je crois qu'on pourrait appeler ça de la condescendance. » Elle jeta à Matt un regard incertain. « J'ai senti aussi en lui quelque chose de cruel. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette impression. Est-ce que quelqu'un lui a acheté quelque chose ? » Presque rien, mais ça semblait le laisser indifférent. Maman lui a acheté une petite étagère yougoslave décorée et Madame Petri lui a pris une jolie petite table à abattant. C'est tout ce que j'ai vu. Il avait l'air de ne pas se soucier de vendre. Il s'est contenté d'insister pour que nous disions à tous ceux que nous connaissions que le magasin était ouvert et qu'ils pouvaient y venir en amis. Une amabilité d'autrefois. Et tu as eu l'impression que le charme opérait ? Ah oui, sûrement, répondit Suzanne, comparant mentalement l'enthousiasme de sa mère pour M. Straker à l'antipathie spontanée qu'elle avait manifestée à l'encontre de Ben. « Tu n'as pas vu son associé ? M. Barlow ? Non, il est à New York en voyage d'affaires. »« Ah oui ?» fit Matt comme se parlant à lui-même. « Je me demande... l'insaisissable M. Barlow. Monsieur Burke, vous ne croyez pas que vous feriez mieux de m'éclairer un peu ?» Il eut un gros soupir. « Il faut que je le fasse, c'est certain. Mais ce que tu viens de me dire est troublant, très troublant. Ça coïncide tellement bien avec... Quoi ? Qu'est-ce qui coïncide ? Il faut que je remonte au moment où j'ai rencontré Mike Ryerson chez Dell, dit Matt. C'était hier soir, et il me semble qu'un siècle s'est écoulé depuis. 5. Quand Matt arriva au bout de son histoire, il était 8h20 et ils avaient bu 2 tasses de café chacun. « Je crois que je t'ai tout dit, » conclut Matt. « Maintenant que tu me prends pour un fou, tu veux que j'imite Napoléon ou que je te raconte les conversations que j'ai tous les soirs avec l'esprit de Toulouse-Lautrec ?»« Ne soyez pas stupide, » répliqua Suzanne. « Il se passe quelque chose, mais ça ne peut pas être ce que vous pensez. Ça, il faudrait vous en persuader. » J'en étais convaincu jusqu'à hier soir. Ne peut-on penser que Mike a été saisi d'une sorte de délire ? La chose était peu convaincante. Suzanne poursuivit néanmoins. Ou ne vous êtes-vous pas endormi sans vous en rendre compte ? N'avez-vous pas fait un rêve ? Ça m'est déjà arrivé de m'assoupir comme ça pendant 15 ou 20 minutes. Matt haussa les épaules avec lassitude. Aucun esprit raisonnable ne pourra jamais me croire. Et pourtant, j'ai entendu ce que j'ai entendu. Je ne dormais pas. Il y a quelque chose aussi qui me hante. D'après tout ce que j'ai lu d'eux, les vampires ne peuvent pas simplement décider d'entrer dans la maison de quelqu'un pour sucer son sang. Non, il faut qu'on les y invite. Et justement, Mike Ryerson a invité Danny Glick à entrer la nuit dernière. Et moi, j'ai invité Mike à venir chez moi. Matt, est-ce que Ben vous a parlé du livre qu'il est en train d'écrire ? Matt joua avec sa pipe, mais sans l'allumer. Très peu. Il m'a seulement dit que Marston House avait un rôle dans l'histoire. Est-ce qu'il vous a dit qu'il avait été très secoué par quelque chose qui lui est arrivé à Marston House quand il était petit ? Matt jeta un regard aigu à Suzanne. À Marston House ? Non. Il y a pénétré par bravade. Il voulait faire partie d'une société secrète et on lui avait imposé pour épreuve d'entrer dans la maison et d'en rapporter un objet. Il l'a fait, mais avant de quitter Marston House, il est monté jusqu'à la chambre du premier, où Yuby Marston s'était pendu. En ouvrant la porte, il a vu Yuby au bout de sa corde, et il l'a vu ouvrir les yeux.
Il s'est sauvé, et depuis 24 ans, cette vision le hante. Il est revenu à Salem pour essayer de s'en délivrer en la projetant dans son livre. Mon Dieu! Ben a une théorie à lui en ce qui concerne Marston House. Il la tire en partie de sa propre expérience et en partie des recherches très approfondies qu'il a effectuées sur Hubert Marston. Et sur ses pratiques maléfiques. Suzanne haussa les sourcils. Vous savez ça? Il eut un petit sourire amer. Il y a des choses dont on ne parle pas au grand jour dans les petites villes, des secrets. Eh bien, quelques-uns des secrets de Salem concernent Hubie Marston. Un tout petit nombre de gens les connaissent, une douzaine peut-être, les personnes les plus âgées de la ville. Mabel Wertz est l'une d'entre elles. C'était il y a très longtemps, Suzanne. Et pourtant, aujourd'hui encore, on n'y fait pas allusion ouvertement. C'est étrange, tu sais. Mabel elle-même n'ouvrira jamais la bouche pour parler d'Hubert Marston en dehors de son petit cercle d'initiés. On parle de sa mort, bien sûr, et du meurtre de sa femme, mais si vous posez une question sur les 10 ans qu'ils ont passés là-haut à faire Dieu sait quoi, tout le monde se tait, comme si Big Brother était à l'écoute. On tient peut-être là ce qui se rapproche le plus du tabou dans nos sociétés occidentales. Des rumeurs ont couru suivant lesquelles Hubert Marston aurait kidnappé de jeunes enfants et les aurait sacrifiés aux démons. Mais je suis surpris que Ben en ait eu vent, car il s'agit là d'un secret qu'on pourrait qualifier de tribal. Ce n'est pas ici qu'il en a eu vent. Ah, bon. Alors tout s'explique. Et j'imagine qu'il fonde sa théorie sur les vieilles notions chères à la parapsychologie. L'homme sécréterait le mal comme il sécrète la sueur ou le mucus. Un mal qui ne disparaîtrait jamais. Et dans ce cas particulier, Marston House pourrait être considéré comme un conservateur, ou mieux, comme un accumulateur de mal. Oui, il s'est exprimé exactement dans ces termes, déclara Suzanne en regardant Matt avec étonnement. Il eut un petit rire lugubre. Nous avons lu les mêmes livres, lui et moi. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Suzanne? Est-ce que ta philosophie te porte plus loin que le ciel et la terre? Non, dit-elle avec une fermeté tranquille. Les maisons ne sont que des maisons. Le mal se commet, mais il n'a pas d'existence propre. En disant ça, tu sous-entends que je déraille et que Ben n'est pas loin de me suivre. Non, bien sûr que non. Je suis loin de penser que vous perdez la tête. Mais, Monsieur Burke, rendez-vous compte... Chut! Matt pencha la tête en avant. Suzanne se tut et écouta. Rien, si ce n'est un vague grincement de parquet. Elle le regarda d'un air interrogateur. Il hocha la tête. « Tu disais ? J'allais seulement vous dire qu'un malencontreux hasard a voulu qu'au moment où Ben revenait ici pour exorciser les démons de son enfance, une suite d'événements étranges et tragiques se produisent. Les langues n'ont pas chômé depuis que Marston House est habité et que le magasin a ouvert. Ben lui-même n'a pas été épargné. On sait que parfois les rites d'exorcisme se retournent contre celui qui les pratique. Je crois qu'il serait salutaire pour Ben qu'il quitte la ville, et que ce ne serait pas non plus une mauvaise chose pour vous que vous preniez un petit congé, Monsieur Burke. » Le mot d'exorcisme rappela à Suzanne que Ben lui avait demandé de parler à Matt du prêtre catholique. Elle prit sur elle de ne pas le faire. Elle comprenait maintenant la raison d'une telle demande. Cela ne ferait qu'attiser un feu dont les flammes étaient déjà, à son avis, dangereusement hautes. Quand Ben le lui demanderait, s'il le lui demandait jamais, elle dirait qu'elle avait oublié. « Je sais combien ça peut paraître insensé, » dit Matt. « Même moi, je trouve ça fou, alors que j'ai entendu la fenêtre s'ouvrir et ce rire résonner, et que j'ai vu de mes propres yeux le store sur la pelouse ce matin. Mais si ça peut te rassurer, je peux te dire que la réaction de Ben a été très raisonnable. Il a suggéré que nous considérions la chose comme une hypothèse qui pouvait être confirmée ou infirmée, et que nous commencions par... » Il s'arrêta pour écouter. Ils restèrent silencieux pendant un bon moment cette fois, et quand il parla de nouveau, Suzanne fut impressionnée par le ton de calme certitude de sa voix. « Il y a quelqu'un là-haut. » Elle prêta l'oreille. « Rien. C'est dans votre imagination. Je connais ma maison, » dit-il doucement. « Il y a quelqu'un dans la chambre d'amis. Tiens, là, tu entends ?» Cette fois, elle entendit un léger craquement de plancher, comme il y en a dans les vieilles maisons alors que personne ne marche. Mais il lui sembla que dans ce bruit, il y avait quelque chose d'autre,
quelque chose d'inexplicable et de furtif. « Je monte, dit-il. « Non !» s'exclama Suzanne. Le mot lui avait échappé. Voilà que je suis comme ces petites vieilles assises au coin du feu qui croient que le vent qui mugit sous le toit, c'est une dame blanche en colère, pesta-t-elle intérieurement. La nuit dernière, j'ai eu peur, je n'ai rien fait, et il s'est passé quelque chose de terrible. Cette fois-ci, je monte. Monsieur Burke. Ils parlaient maintenant à voix basse. Leur corps était tendu, leurs muscles contractés. Peut-être que quelqu'un s'était introduit dans la maison, un rôdeur. « Parle, » dit Matt. « Quand j'aurai quitté la pièce, continue à parler, de n'importe quoi. » Avant qu'elle ait pu soulever une objection, il s'était levé et s'était dirigé vers l'escalier avec une souplesse de félin. Il se retourna pour lui jeter un regard, mais elle ne put rien y déchiffrer. Et il commença à monter les marches. Devant la tournure que prenaient tout à coup les événements, Suzanne se sentait décontenancée. Elle avait l'impression d'avoir décollé du réel. Quelques minutes auparavant, ils discutaient tous les deux, calmement, sous la lumière rassurante des ampoules électriques. Et maintenant, la peur l'avait envahi. Question. Si vous laissez un psychiatre dans une pièce en compagnie d'un homme qui se prend pour Napoléon, disons, pendant 1 an, ou 10 ou 20, qu'obtient-on à la fin? 2 psys ou 2 gars qui se baladent avec la main dans la boutonnière? Réponse, donnée insuffisante. Elle commença. Ben et moi, nous pensions aller dimanche par la route numéro 1 jusqu'à Camden. Vous savez, la ville où on a tourné Peyton Place. Mais maintenant, je pense qu'il va falloir attendre quelques jours. Il y a là une merveilleuse petite église. Elle fut étonnée de voir qu'elle s'en tirait avec la plus grande facilité, même si ses mains se crispaient l'une sur l'autre à en faire blanchir les jointures. Son cerveau fonctionnait parfaitement et refusait toujours énergiquement d'admettre qu'il pût y avoir des vampires ou des morts-vivants à Salem. Et cependant, du fond de sa moelle épinière, montait par vagues une terreur mortelle. 6. Monter cet escalier. Un défi à l'impossible pour Matt. Ces quelques marches devant lui, c'était l'Annapurna. Jamais il n'avait connu d'épreuve aussi terrible, sauf peut-être une fois. Lorsqu'il avait 8 ans, il avait participé à un rassemblement chez les scouts. La maison était à 2 kilomètres de là, et se rendre à cette manifestation avait été facile, vraiment facile, parce que le trajet s'était fait sous les chauds rayons de l'après-midi. Mais au retour, le crépuscule était tombé, et de grandes ombres s'étiraient sur la route, toutes crochues. La fête avait été amusante et avait duré longtemps, mais après, il fallait rentrer dans l'obscurité. Seul. Seul. C'était bien ça le problème. Le mot le plus terrifiant de la langue. Le mot meurtre, c'était de la rigolade comparé au premier. Quant à enfer, ce n'était qu'un faible synonyme. Il y avait une église en ruine sur le chemin, une vieille bâtisse méthodiste qui se dressait, toute branlante, au bout d'une pelouse pelée par le gel. Quand on passait devant et qu'elle vous regardait de ses fenêtres noires et insondables, brusquement le bruit de vos pas résonnait plus fort dans vos oreilles. Vous cessiez sur-le-champ de siffloter. Comment c'était à l'intérieur? Telle était la question qui vous hantait soudain. Une litanie de bancs renversés, les micelles moisies, l'autel écroulé, où seules les souris officiaient, et forcément, on se demandait s'il n'y avait que des souris qui habitaient là. N'était-ce pas l'antre de forcenés, de monstres? Peut-être même qu'ils vous regardaient passer en ce moment de leurs yeux jaunes de reptiles. Et peut-être qu'une nuit, regarder ne leur suffirait plus. Une nuit, peut-être, la porte vermoulue serait ouverte, et ce que vous verrez alors à l'intérieur vous saisira d'un tel effroi que vous en perdrez à jamais la raison. Mais comment expliquer ça à papa et maman qui étaient des créatures de la lumière? C'était impossible. Tout aussi impossible que de leur raconter la fois où, à l'âge de 3 ans, la couverture roulée au pied du lit s'était soudain transformée en un nid de serpents qui n'avaient cessé de vous regarder de leurs yeux fixes et ronds. Aucun enfant ne pouvait surmonter ces peurs, songea Matt. Si on ne pouvait les formuler, mettre des mots dessus, on ne pouvait les vaincre. Et les peurs infantiles, logées dans ces petits cerveaux, étaient bien trop grandes pour être expulsées par l'orifice de la bouche. Un beau jour,
on rencontre quelqu'un qui vous tient la main et qui vous aide à traverser le dédale de ces maisons hantées qui ont pavé votre route depuis vos premiers babillages de bébé jusqu'aux ronchonnades de la vieillesse. Jusqu'au jour où, comme ce soir, on découvrait qu'aucune de ces terreurs n'était morte, mais qu'elles étaient juste enfouies au fond de votre esprit, bien rangées, chacune dans un petit cercueil de la taille d'un enfant, avec une petite rose dessinée sur le couvercle. Matt n'alluma pas la lumière et monta les marches une par une, en évitant la 6e qui craquait. Sa main droite, humide de sueur, se cramponnait au crucifix. Une fois sur le palier, il obliqua silencieusement en direction de la chambre d'amis. La porte était entr'ouverte. Il l'avait fermée avant de descendre. On entendait, venant d'en bas, le murmure régulier de la voix de Suzanne. En marchant doucement pour éviter de faire grincer le parquet, il alla vers la porte et resta un instant immobile. La quintessence de toutes les terreurs humaines, pensa-t-il. Une porte tout à l'heure fermée, maintenant entr'ouverte. Il s'avança et la poussa. Mike Ryerson était sur le lit. La lune inondait la chambre de ses rayons argentés et en faisait une sorte d'étang magique. Matt secoua la tête comme pour la remettre en place. Il lui semblait être remonté dans le temps et se retrouver la nuit d'avant. Ben n'était pas encore à l'hôpital. Il allait descendre lui téléphoner. Mike ouvrit les yeux. Ils étaient cernés de rouge et brillaient sous la lune d'un éclat métallique. Mais il n'exprimait rien. Aucune pensée, aucun sentiment humain. Les yeux sont les fenêtres de l'âme, avait dit Wordsworth. Ces fenêtres-là ouvraient sur une pièce vide. Mike s'assit. Le drap tomba, découvrant sa poitrine et la couture grossière que le médecin légiste avait dû faire en sifflotant après l'autopsie. Mike sourit. Ses canines et ses incisives étaient blanches et pointues. Ce sourire n'était qu'une contraction des muscles autour de la bouche. Les yeux restaient les mêmes, sans la moindre expression. Et très distinctement, il dit « Regardez-moi ». Matt le regarda. Oui, ses yeux étaient vides, mais aussi très profonds. Matt s'y voyait comme projeté en réduction. Il s'y noyait, doucement, délicieusement. Le monde maintenant ne lui importait plus, ni la peur. Il fit 2 pas à reculons et cria « Non, non !» en brandissant le crucifix. Mike Ryerson, si on pouvait encore lui donner ce nom, émit une espèce de sifflement, comme s'il avait reçu une bassine d'eau bouillante en plein visage. Il leva les bras comme pour parer un coup, et quand Matt s'avança, il recula. « Sors d'ici !» cria Matt d'une voix rauque. « Je révoque mon invitation !» Ryerson poussa un hurlement aigu, plein de douleur et de haine. Il recula encore. Ses jambes heurtèrent le rebord de la fenêtre ouverte et il oscilla au-dessus du vide. « Je te verrai bientôt dormir comme dorment les morts, ô mon maître !» Et il tomba à la renverse dans la nuit, dos au vide, les bras tendus au-dessus de sa tête, comme un plongeur olympique s'élançant du grand tremplin. Sous le clair de lune, son corps avait l'éclat du marbre, et le noir de la cicatrice en forme de Y tranchait sinistrement sur la blancheur du torse. Matt laissa échapper un hurlement de terreur et se précipita à la fenêtre. Il ne vit qu'un nuage de poussière argentée qui dansait dans les airs, un peu plus bas, éclairé par la lumière provenant du salon. Avec horreur, il y reconnut une forme humaine, mais cela ne dura qu'une seconde. L'instant d'après, le nuage s'était dissipé et il n'en restait plus aucune trace. Il se retourna et voulut se précipiter en bas, mais une douleur aiguë lui vrilla la poitrine et le fit chanceler. Il s'efforça de passer outre. La douleur montait par vagues dans son bras. Le crucifix dansait devant ses yeux. Il sortit de la chambre en pressant ses bras contre sa poitrine et en serrant toujours le crucifix dans sa main droite. L'image du corps livide de Mike Ryerson flottant dans la nuit ne le quittait pas. « Monsieur Burke ?» Ses lèvres glacées s'agitèrent. « C'est James Cody qui me soigne. Son numéro est sur le répertoire. Je crois que j'ai une crise cardiaque, » dit-il d'une voix éteinte. Puis il tomba évanoui dans le couloir, la face contre terre. 7. Suzanne feuilleta le répertoire et trouva en lettres capitales « Jimmy Cody, Monsieur Pilule ».
C'était l'écriture régulière qu'elle avait vue si souvent en marge de ses copies d'écolière. Une voix féminine répondit à son appel. « Est-ce que le docteur est là? C'est pour une urgence. »« Oui, je vous le passe. »« Ici le docteur Cody. »« Ici Suzanne Norton. Je suis chez Monsieur Burke. Il vient d'avoir une crise cardiaque. »« Qui? Matt Burke? »« Oui, il a perdu conscience. Que dois-je... »« Appeler une ambulance, » dit Cody. « Le numéro à Cumberland est 841 4000. Restez près de lui. Mettez-lui une couverture, mais ne le bougez pas. Compris? »« Oui. »« Je serai là dans 20 minutes. »« Est-ce que vous... » Il y eut un déclic. Elle était seule. Quand elle eut appelé l'ambulance, elle se retrouva confrontée à la nécessité de monter retrouver Matt. 8. Elle regarda l'escalier et se rendit compte avec stupeur qu'elle tremblait de tous ses membres. Si seulement rien de tout ça n'était arrivé. Si seulement Matt était bien portant. Elle ne serait pas habitée par cette peur effroyable. Son incrédulité totale l'avait amenée à considérer avec entêtement que ce que Matt avait entendu la nuit précédente pouvait trouver une explication rationnelle. Et voilà que maintenant, cette incrédulité faisait place à un trouble intense. Elle avait entendu les paroles de Matt, puis la phrase terrible « Je te verrai bientôt dormir comme dorment les morts, ô mon maître », prononcée par une voix qui ne ressemblait pas plus à une voix humaine que l'aboiement d'un chien. Elle entreprit de retourner au premier, forçant ses jambes à monter les marches. La lumière du couloir ne la réconforta guère. Matt gisait là, le visage tourné de côté, la joue droite reposant sur le tapis usé du couloir. Sa respiration était rauque et oppressée. Elle s'accroupit et défit les 2 boutons du haut de sa chemise. Il sembla respirer un peu plus facilement. Elle se releva et elle alla chercher une couverture dans la chambre d'amis. La pièce était fraîche. La fenêtre était restée ouverte. Il n'y avait plus sur le lit que le molleton protégeant le matelas, mais elle trouva des couvertures empilées dans l'armoire. Au moment où elle s'apprêtait à regagner le couloir, elle aperçut sur le plancher, près de la fenêtre, quelque chose qui brillait sous la lune. Elle se pencha et le ramassa. L'objet était facilement reconnaissable. C'était une de ces bagues qui servaient d'insigne au lycée de Cumberland. À l'intérieur de l'anneau étaient gravées 3 initiales. M.C.R. Michael Corey Ryerson. Et instantanément, elle crut tout. Un cri lui monta à la gorge. Elle l'empêcha de sortir, mais l'anneau lui tomba des mains et rejoignit sa place initiale. Et dans la douce clarté de cette nuit d'automne, il se remit à briller.